French Product, je ne sais pas si vous la connaissez tous. Donc c'est une association nationale qui organise un certain nombre d'événements partout en France, initialement qui était à Paris et qui commence à rayonner un peu partout en France, dans différentes grandes villes. Et puis jusqu'à peu, on est encore associé à Nantes, donc on a dit que c'était peut-être un peu dommage, on pourrait créer quelque chose à Rennes. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a commencé à organiser des choses donc avec Sarah et Yvan qui sont derrière. Et le but pour nous, effectivement, c'est d'essayer de parcourir tous les sujets autour du produit. Donc ça touche au design, au projet, au marketing, à la data, voilà, d'essayer d'avoir une vision assez large et puis d'essayer aussi d'aider, on va dire, la culture produit à diffuser à Rennes, où c'est pas forcément encore trop la norme, on va dire, mais ça va le devenir, on espère. Et donc du coup, par rapport à tout ça et par rapport à l'association, il y a beaucoup de ressources. Il y a un Slack, si jamais vous n'y êtes pas, vous pouvez candidater, parce que c'est un Slack où on essaie de favoriser l'engagement, auquel vous pouvez postuler pour pouvoir venir, mais je ne doute pas que vous pourrez nous rejoindre. Et on a également un certain nombre de ressources qui sont faites, notamment les crews. C'est le but de rassembler un certain nombre de personnes, 3 ou 4, pour pouvoir échanger sur des sujets. Moi, j'en ai un depuis plus de 2 ans maintenant, où on est en ligne avec des personnes un peu partout, et c'est assez intéressant pour pouvoir échanger avec des profils qui sont très différents. Puis French CPO, effectivement, qui est porté aussi par l'association. Et voilà, nous sur Rennes, on essaie d'organiser des conférences, aussi des déjeuners. Donc si vous êtes inscrit au groupe Meetup, vous allez les voir passer. Et je dirais après, on a des conférences qui sont prévues pour le début d'année, voilà, qui sont déjà calées sur d'autres sujets. Et donc Orfeo, donc, qui nous reçoit aujourd'hui, donc on est un éditeur de logiciels SaaS à destination du... voilà, si jamais vous voulez, vous pouvez rejoindre les crews, envie d'apprendre, vous pouvez nous rejoindre, il n'y a pas de problème. Et voilà où on est, toutes les localisations, Tours étant la dernière, voilà, la dernière née chez nous. Enfin, chez nous, quand je dis chez nous, on se comprend, voilà, du coup, les 3 personnes que je vous ai citées. En fait, ça fait tout le ouais, c'est un peu du rétro-engineering, en fait, si tu veux, en fait, de cette manière-là. Et donc, voilà, Orfeo, chez qui nous sommes aujourd'hui. Donc, on est un éditeur, on va dire une solution type ERP pour les professionnels du spectacle vivant. Le spectacle vivant, c'est dès lors qu'il y a des gens qui se produisent. Donc, ça va de la compagnie de danse, la compagnie de cirque, le producteur de spectacle, on va dire assez largement, donc one-man show, musique actuelle, aux orchestres et aux lieux de spectacle depuis peu, notamment le Liberté à Rennes, qui nous a rejoints dans l'aventure. Et on a une solution qui est assez large, en fait, finalement, sur tout l'accompagnement de la production musicale, que ce soit à la vente du spectacle, à l'organisation même, l'embauche des intermittents, jusqu'à la facturation. Et bien voilà, c'est tout pour moi pour cette intro. Donc je vous laisse maintenant avec Nicolas, qui va nous parler de sujets sur le projet et le produit. J'aime bien parce qu'on n'est pas énorme, d'accord. Et donc, je pense que c'est un bon moyen de créer des méthodes d'interaction. Donc, si vous avez envie de réagir, je sais pas, à quelque chose qui vous fait écho, n'hésitez pas à vous signaler. On est dans un petit nombre, un cercle restreint. Et cette conf, pour vous dire, je l'ai fait au moins 20 fois. Donc, à la limite, je la connais, je peux vous la réciter par cœur. Mais le but, c'est pas d'aller là-dedans, c'est plutôt d'aller dans un niveau d'interaction. Voilà. Déjà, petite chose, qui je suis, ça peut aider aussi. Moi, j'ai 38 ans, j'habite à Rennes depuis 2 ans, j'ai découvert cette belle ville et je suis ravi de faire un meet-up ici. J'en avais fait un Agile Tour Rennes d'ailleurs l'année dernière, c'était pratique de venir à côté de chez moi. Voilà. À la base, je viens de Paris et moi, j'ai fondé une boîte en 2010 jusqu'en 2017. On est monté à 25 personnes et on avait levé 1,5 million à l'époque. Ce n'est strictement rien par rapport au montant d'aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une grande somme. Et par la suite, en fait, j'ai accompagné des boîtes qui allaient plutôt en ce qu'on appelle des séries A, qui avaient levé de l'argent, qui avaient trouvé leur marché et qui cherchaient à aller un peu plus loin. Et dans cette phase-là, il y a souvent un sujet qui intervenait, c'est qu'on avait beaucoup de fondateurs. Donc, Luc, par exemple, officiant en tant que premier PM, c'est comment on arrive, avec des fondateurs, à transmettre une méthodologie produit qui va apporter plus de fluidité aux équipes. Donc ça a été un sujet qui a été assez fort de mon côté. Donc je l'ai fait chez Famisti et Chronotruck. Et plus récemment, je travaillais dans une agence qui s'appelait The Tribe, qui était à Nantes, et à Paris, Nantes et Lille. Et globalement, j'ai accompagné une trentaine de personnes à structurer un peu leur roadmap. Voilà. Et c'est ce que je fais aujourd'hui en freelance. J'accompagne des boîtes
à différents niveaux de maturité dans la structuration de leur roadmap pour justement arriver à mélanger les deux mondes. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, le but c'est de mélanger aussi les deux mondes. On va voir pourquoi. Ok, on va commencer par une petite histoire. C'est l'histoire d'un chef de projet. Alors, juste un petit truc, il y a des designers. Ok. Il y a combien de designers dans la salle? Ok. Ah ouais, toujours en masse, ça arrive. Chef de projet? Ok, mais tu fais quoi? Chef de projet, ouais. Des PO, PM, peu importe avec le mot. Ok. Et il y a des développeurs aussi. Voilà. Ok. Ça marche. Moi, je vais partir sur l'histoire d'un chef de projet product, en fait. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions sur l'avenir de son métier, même en tant que designer. En fait, il se renseigne sur l'évolution de son métier et il se dit, oh super, il y a des livres super inspirants de Marty Kagan, Inspired, Empowered, qui me parlent d'une vision où on rêve de faire parler les utilisateurs et de créer des produits fabuleux. Vous l'avez tous lu ce livre ou pas? Je sais pas. Ok, il est en vue du rêve. Hein. Et après, il va à la LPC, une conf où tout le monde parle de mentalité data-driven, de product-led growth. C'est des mots qui vous viennent souvent dans les articles, etc. Il voit sur l'after-produit, ça n'existe plus trop aujourd'hui, mais ça existait avec Weevoo, des podcasts qui parlent de retour d'expérience de CPO qui ont scalé leurs organisations à 20 personnes. Le ticket, des newsletters, le French Produit, qui est peut-être là ce soir d'ailleurs. Il entend plein de bons concepts autour de lui sur tout ça. Il va sur Clé de voûte, un podcast fait par Timothée Frein, super intéressant, qui donne plein de success stories de products qui ont réussi plein de choses. Et il revient dans son quotidien, et c'est pas du tout son quotidien. Il ne fait pas ça, il ne voit pas d'utilisateur, il n'entend pas parler de toutes ces belles choses. Il n'y a pas de data dans son quotidien. Il n'arrive même pas à parler avec les commerciaux parce qu'on lui dit non, c'est comme ça que tu dois faire. Et voilà. Ça vous parle un peu ce genre de truc-là? Ouais, ok. Bon, bah ça, de base, c'est ce que vivent la plupart des gens. Mais seulement la théorie, toute cette littérature nous fait oublier qu'en fait, de base, dans le quotidien, bah, le mode produit n'est pas si développé que ça. En fait, il est même pas vraiment, c'est plutôt le mode projet qui prend le dessus. Parce qu'en fait, on peut aller dans tout ce qu'on veut, on a du temps, mais globalement, ce qu'on veut à la fin, c'est des deadlines et savoir quand ces fonctionnalités vont sortir pour qu'on puisse communiquer auprès des clients. Et ça prend plutôt le quotidien, surtout dans des startups. D'ailleurs, qui est dans des startups à peu près? Ok. Le reste, grand groupe, j'imagine. Okay. Alors déjà, avant d'aller dans ce concept de mode projet, mode produit, moi j'ai envie de revenir sur comment les deux sont nés. Et j'ai envie de prendre un exemple, mais très terre à terre. On va dire que moi, mon kiff dans la vie, c'est de vendre des machines à laver. C'est cool, des machines à laver. Hein. Les machines à laver, c'est bien, mais en fait, dans les machines à laver, il y a deux concepts. Et bah, globalement, je vais vendre ma machine à laver. Je vais avoir une phase où je vais l'introduire sur le marché. On va tester un petit peu. Après, il va y avoir une phase de croissance où je vais vendre plein de machines à laver. Je vais arriver à un palier où je vais arriver à un stade de maturité pour arriver à la fin en phase de déclin. Pour vendre mes machines à laver, je sais que globalement, si je veux rester compétitif, il faut que dans cette phase-là, je prévoie mes futures innovations et dans cette phase-là, je les déploie. Sinon, mon entreprise va commencer à perdre de l'argent tous les mois et on va se retrouver se faire dépasser par la concurrence. Donc, je dois créer des évolutions ici. Et pour créer ces évolutions, il faut savoir que chaque fois que je vais produire une machine à laver à mettre sur le marché, je vais avoir un coût de production. Ce coût de production reprend des coûts d'ingénierie, des coûts d'assemblage, de tests, de tout ça, d'industrialisation pour les mettre sur le marché. C'est un coût conséquent. Pour faire un peu le parallèle, si je vends des ustensiles de cuisine, créer un nouvel ustensile de cuisine, juste une petite cuillère, voilà, ça coûte 150 000 €. Voilà. C'est un coût conséquent en tout cas. Si vous voulez faire un hélicoptère, c'est 500 millions. C'est beaucoup, mais voilà. À vous de voir si vous voulez le faire ou pas. Donc, si je reviens dans ce mode de production, et ben en fait, avant de lancer ma machine à laver sur le marché, qu'est-ce que je dois faire? Je vais devoir estimer le retour sur investissement pour vérifier si des gens vont réellement acheter cette machine à laver. Quelqu'un a déjà travaillé sur un produit physique d'ailleurs? Ok. Pour ceux, Orange, il y a peut-être des box ou des choses comme ça. Bon, peut-être, mais en tout cas, le sujet, c'est que souvent, avant de lancer ce produit, bah, je dois m'assurer que je suis dans le bon et que je ne vais pas débourser 500 millions pour rien, en fait. Parce que si je débourse 500 millions sur rien, c'est bien, tout le monde a des belles. J'ai lancé mon produit, mais par contre, j'ai complètement foiré.
Donc, qu'est-ce que je fais avant pour avoir une phase de recherche? Je commençais à faire des études de marché, analyse de la concurrence, des enquêtes terrain, des focus group, des entretiens utilisateurs, des sondages qualitatifs et quantitatifs, des retours d'utilisation. Des gens utilisent le produit, je vais aller les voir et voir ce qui manque dans le produit pour aller dans quelque chose de meilleur. Bah, tout ça, si on met des mots basiques derrière, hein, discovery, delivery. Chef de projet, chef de produit. Si vous allez dans une industrie classique, genre Seb, j'ai un ami qui travaille chez Seb, son taf, c'est d'être chef de produit. Si on traduit globalement ce mot en anglais, ça donne product manager, je crois. Je ne suis pas sûr, on pourrait l'appeler comme ça. Et là, par contre, on est sur de la production. Pourquoi? Parce qu'en fait, projet et produit, c'est deux forces complémentaires. D'un côté, on a le projet. On doit planifier les choses. On doit savoir qu'on est dans le bon. On doit organiser la manière de faire. On sait où on veut aller. Par contre, maintenant, on doit anticiper les risques. On doit gérer les ressources et les budgets et faire en sorte que ça exécute bien. De l'autre côté, côté produit, on doit écouter le marché. On doit construire une vision, quelque chose qui va un peu plus loin. On doit essayer de la partager, cette vision. On doit lancer ce produit d'ailleurs. On doit obtenir des retours pour s'adapter et faire en sorte que ça convienne encore mieux. Et on doit analyser l'impact. Donc de base, ce sont deux forces complémentaires. C'est pour ça qu'il faut arrêter la guerre d'ailleurs, c'est pas bien. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il y a le digital qui est arrivé en ligne de course. Parce que ça, ce qu'on voit ici, est-ce qu'il y a beaucoup parmi vous qui vivent vraiment ça, de manière générale? À moitié la main, peut-être. À moitié la main, c'est cool. Ok. Dans la réalité, ça arrive, mais très peu. En tout cas, l'ère du digital, il est arrivé et il a rebattu complètement les cartes de cette mentalité qui existe depuis au moins 1956. Le premier focus group date de 1956. C'est-à-dire qu'en 1956, on se posait la question, avant de créer un produit, de s'assurer de l'utilisation de tout ce qu'on allait faire. Et pourtant, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les coûts de production ont complètement baissé. On est passé d'un mode où, globalement, on avait une phase de recherche avec une longue phase de production, mais en fait, en face, qu'est-ce qu'on a inventé? Un truc qui est sorti dans les années 95, alors je ne pourrais pas dire la date exacte. On a inventé les méthodes agiles. C'est cool. Donc du coup, on a plein de petits lots de production. Mais qu'est-ce qui se passe? Soit les personnes ont commencé à questionner cette phase de recherche. Est-ce qu'il faut vraiment la garder? Pourquoi? Parce qu'en fait, la phase de recherche met autant de temps que la phase de production. Et ça donne des trucs insensés d'ailleurs. Ça donne des vraies tragédies, tout ça. Donc certains ont complètement zappé la phase de recherche, se sont dit, eh ben on va direct à développer, pendant que d'autres sont restés coincés dans ces phases de recherche. Qu'est-ce que ça donne? Des tragédies. Des très très grandes tragédies. Alors attention, j'ai toujours du mal avec ces slides parce qu'une fois j'ai montré ces slides, quelqu'un m'a dit j'ai travaillé sur ce produit. Alors désolé si vous avez travaillé sur ce projet, c'est pas de ma faute. Voilà, faites-en ce que vous voulez et vous pourrez donner un bon retour d'expérience. Les tragédies du delivery, c'est ça. C'est des scandales à 300 millions à l'éducation nationale, c'est des militaires, les ratés du logiciel Louvois. C'est un dossier médical partagé qui a été investi à un demi-milliard d'euros. C'est des gens qui ont travaillé pendant très longtemps dans des cycles où on a fait plein de petits modes de delivery. Et en fait, à la fin, c'est sorti au bout de 3 ans, 4 ans, parce que la plupart du temps, on vous dit que ça dure 6 mois, mais en fait, ça ne dure pas 6 mois. Ça dure beaucoup plus longtemps que ça. Et quand c'est sorti, personne l'utilisait. Ou, pire encore, c'est pas que personne l'utilisait, le besoin n'était peut-être même plus présent. Ou on a voulu faire trop de choses à la fois et on a fait une expérience, tu as parlé d'expérience tout à l'heure, une expérience trop compliquée qui fait que l'accès à l'outil est trop complexe. Et il faut revoir les fondamentaux et on est en incapacité de le faire. Au contraire, il y a des tragédies en mode discovery. Vous les connaissez? Les produits qui ne sont jamais sortis. Exactement, il n'y a rien. Il n'y a strictement rien du tout. Ça veut dire, on fait des personas pendant au moins 6 mois, et à la fin, les personas ne sont jamais utilisés. Ils sont mis sur un papier quelque part, ils sont affichés dans les bureaux, mais personne ne les utilise dans le quotidien. Ça vous parle? Ok, j'ai vu un petit regard. On parle d'un dashboard de 10 km de long qui a plein de data dessus, avec plein de stats d'utilisation. Personne ne l'utilise, il n'y a que les data analysts qui l'utilisent. Ils ont fait un beau dashboard avec plein de données.
personne prend des décisions dans le quotidien. Personne, c'est l'utilisation des fonctionnalités actuelles. On parle des marketeurs qui font des recherches pendant longtemps. Ils se disent, ah tiens, il y a une opportunité à aller sur cette chose-là. Ils font des recherches, analyses de marché, etc. Ils mettent 1 an. Le codir ne valide rien du tout. À la fin, il y a une startup qui lève 10 millions sur ce genre de produit. Ça vous parle de ça ou pas? Ouais. Ok. Bah, en tout cas, ça, c'est les tragédies du discovery. Il n'y a rien qui sort, en tout cas. Donc, le mode produit mis à l'extrême n'est pas bon. Le mode projet mis à l'extrême n'est pas bon. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Alors déjà, pourquoi? Pourquoi? Alors déjà, oui. Pourquoi? Pourquoi on continue avec ce genre de choses-là, en fait? Pourquoi ça nous paraît normal de se dire, OK, je suis prêt à... En fait, il y a une frustration intense. Enfin, si vous avez déjà travaillé sur un produit, il y a pire. C'est des choses vous travaillez pendant à peu près 3 ans en mode delivery, et en fait, le produit ne sort pas. Pire, vous avez tout fait, vous avez passé des nuits blanches à faire en sorte que ça déploie, etc. À la fin, vous apprenez par moyen interposé, bah, le projet s'arrête, hein, il ne sort pas. Voilà. Ça, je ne sais pas, mais ça peut être une première cause de burn-out de développeurs et de chefs de produits, designers dans toute la France, je pense. Au pire, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et pourquoi on n'arrive pas à mélanger les deux? Alors qu'en fait, souvent, on les oppose. D'ailleurs, souvent, quand on est dans un mode, on veut trop aller dans ce mode-là, et alors qu'il faut mélanger les deux, justement. Donc, la question, alors quelqu'un a dit, c'est comment allier le meilleur des deux mondes? Alors, avant de parler, peut-être dire, l'objectif, c'est de passer de ça. On était dans un mode où on avait une phase de recherche, production, à des modes qui sont un peu plus entremêlés. Des modes où on arrive à faire un démarrage et à mélanger des phases de recherche et de production ensemble. Ça veut dire qu'on doit passer d'un mode où, en fait, on avait fait une phase de recherche ou pas du tout à on délivre, à un mode où on apprend en délivrant et on va se réadapter perpétuellement. C'est un changement de paradigme qui existe. Vous allez avoir des cas concrets parce que c'est le but aussi de tout ça. Mais l'idée, c'est de montrer par quelles étapes on doit passer pour aller dans ce mode-là. Alors, première question, à chaque fois on me dit « Ah, mais ça ne marche pas pour moi. Ça marche pas pour moi. » J'ai accompagné 30 startups à des phases différentes dans ce genre de méthodologie. Et dedans, il y avait dans le transport, la logistique, l'ingénierie, la pâtisserie. J'ai pu faire dans les assurances, j'ai pu faire dans la télécommunication, j'ai pu faire dans... qu'est-ce que je fais actuellement? La nutrition actuellement, là c'est de la seconde main, enfin un ensemble de choses. Ça s'applique non seulement à plein de secteurs d'activité, mais ça s'applique aussi quand on lance une nouvelle application, quand on automatise un process existant, quand on réorganise, on fait une refonte de code, quand on optimise un tunnel de conversion, ou on stabilise, on améliore les performances d'une application. Donc en fait, il y a plusieurs modes où ça peut s'appliquer. Après, c'est comment on va l'appliquer. Il y a des modes où ça ne s'applique pas. On va entremêler les deux. Et pour ça, il faut savoir où ça s'intervient. Donc c'est ça la question, c'est comment on fait prendre le bon choix en fonction des enjeux. En fait, il faut prendre 2 sujets. À quel point il y a beaucoup d'interactions dans les produits sur lesquels je travaille. Est-ce que c'est un produit où il y a juste une seule personne qui est concernée, ou il y a plein de typologies de personnes différentes qui sont concernées par ce genre de produit? Et est-ce que je maîtrise la technologie sur laquelle je travaille? Je ne sais pas si ça vous arrive souvent de demander à un développeur d'estimer à quel point, combien de temps ça va prendre, ce genre de choses-là. Et là, le développeur vous dit 3 mois. Et à la fin des 3 mois, ça sort tel que prévu. Ça vous est déjà arrivé, ça? De temps en temps? temps en temps. De temps en temps? Cool. La plupart du temps, ça a du mal à arriver exactement. Alors, 2 semaines, ça va, ça passe plutôt bien. Au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, là, on est plus compliqué. Et bien, en fait, le sujet, c'est souvent ce côté-là. À quel point il y a des prérequis, c'est-à-dire des interactions avec les gens. Est-ce qu'on a beaucoup d'interactions ou pas beaucoup d'interactions? À quel point on maîtrise la technologie? Pour faire simple, ça s'appelle ici, si on est dans quelque chose où il y a beaucoup d'interactions et on ne maîtrise pas la technologie, on se met en mode... désolé. Si on est dans quelque chose de simple, mettons-nous en mode projet, ça ne sert à rien de faire du mode produit. Si on est dans quelque chose de complexe des deux côtés, on se met en mode produit, parce qu'on va se poser beaucoup de questions avant de faire. Parce qu'en fait, est-ce que
là, on va réussir. Si on arrive à, on maîtrise la techno et ce qu'on sait, il n'y a même pas de question à se poser, il faut le faire, et ben on y va. Mode projet. Rien d'autre que ça. Maintenant, la question, c'est comment on arrive de faire passer ce mode produit en petit mode projet, en fait. Moi, j'appelle ça la méthode de l'artichaut, en grand mot que j'utilise. Vous aimez bien l'artichaut? Ouais, c'est quoi le meilleur dans l'artichaut? On est en Bretagne en plus, il y a plein d'artichauts dans le coin. C'est quoi le meilleur dans l'artichaut? C'est le cœur, on est d'accord, avec la vinaigrette. J'ai tenté une sauce avec du reblochon, c'est formidable. Voilà. En tout cas, le problème d'un artichaut, c'est que le plus important, c'est le cœur, et pourtant, on ne le voit jamais. Si on regarde un artichaut, c'est caché par 90% de choses qu'il faut juste retirer. Dès qu'on arrive avec un projet, la question, c'est pas de prendre les feuilles de l'artichaut, c'est de les dépioter un petit peu et de revenir un peu aux questions fondamentales. Déjà, le produit fini. Quel est le produit fini? OK, ça, c'est la couche. J'imagine tout ce qui pourrait exister dans 5-10 ans. Mais ce n'est pas ce que je dois faire aujourd'hui. Tout ça pour éplucher, retirer ce que le client et le business veulent, de retirer toutes les idées qui ont le plus d'impact, mais revenir avant tout aux problèmes qu'on veut résoudre, en fait. Parce qu'en fait, le sujet derrière tout ça, c'est on peut se mettre en mode produit à partir du moment où on sait le problème qu'on veut résoudre. Le mode produit vient pour répondre à des problématiques complexes. Et pour ça, il faut savoir le fameux Start with Why, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est globalement pourquoi on fait ça. Donc, comment on rend simple quelque chose de complexe? Et j'arrête la théorie après, on va passer à la pratique. Comment rendre simple quelque chose de complexe? Déjà, c'est de se focaliser sur la valeur que le projet apporte. Passer de la fonctionnalité à qu'est-ce que ça apporte, quel est le bénéfice, quelle est l'expérience que je veux créer. La deuxième chose, c'est de prioriser différemment et définir le strict minimum. Oui, on parle de MVP derrière ce mot-là. Mais faire un MVP, c'est pas forcément dégrader un produit, c'est créer une expérience et la rendre accessible à moindre coût. Et c'est une chose importante. On peut faire un MVP sans même développer quelque chose. Mettre en production, quoi qu'il se passe, et dans les mains des utilisateurs le plus rapidement possible. Si on ne met pas entre les mains des utilisateurs, on ne peut pas savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Pour aller sur la dernière chose, on ne peut pas savoir si ça fonctionne si on ne mesure pas l'impact et qu'on ne génère pas des apprentissages. C'est bon pour vous? Ah, et se réadapter aussi. Je l'ai oublié celui-là, mais à la fin. Parce que si on apprend, mais qu'on n'en fait rien de ces apprentissages, ça ne sert à rien. On reste en mode projet, en fait. Le moyen, c'est de se dire, je dois me mettre en mode produit, parce que justement, si j'apprends que je ne suis pas dans le bon chemin, je dois me réadapter pour faire les ajustements pour aller dans le bon chemin. OK? On va passer au concret et là, je vais essayer de vous faire interagir et de savoir comment vous auriez pu faire. Voilà. L'idée, c'est de voir par quoi vous serez passé. Après, je vous dirai bien sûr par quoi je suis passé sur ces différentes choses. Le premier, je vais juste vous donner un peu l'info et vous donner un peu comment ça s'est déroulé. Je vous donne le premier cas, c'est Chronotruck, une boîte dans laquelle j'ai travaillé en tant que First PM. Il y avait 70 personnes. Oui, 70 personnes à First PM. Il y a des mentalités bien installées à ce moment-là. Ils avaient levé 3,5 millions d'euros et ils avaient été rachetés par Jeffco. Jeffco, c'est un grand transporteur. C'est une marketplace de fret routier. Donc, globalement, moi, j'ai de la marchandise en expédié. Et il y a des transporteurs qui vont la transporter pour moi pour l'amener d'un point A et un point B. Ça met en relation transporteur-expéditeur et ça supprime des intermédiaires. Voilà. J'arrive et ils ont une roadmap de fonctionnalités à me demander. Ils veulent créer une offre de messagerie, adapter le prix en fonction de l'adresse, implémenter du yield management, améliorer la description de la marchandise. Alors, je vais vous passer, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Imaginez, c'est comme si vous avez un backlog avec des choses comme implémenter ChatGPT. Voilà, je ne sais pas si je dis juste cet item, mais voilà, ça ne veut rien dire à la fois, ça veut tout dire. C'est estimé à 6 mois, 4 mois, 5 mois, 3 mois. Il y a une équipe de 10 personnes. Ça veut dire que là, on en a pour 18 mois à peu près. 18 mois pour faire tout ça. Pourtant, on a une startup, même si ça a été racheté, il faut montrer encore de l'adoption, aller plus loin là-dessus. On ne peut pas se permettre d'investir 18 mois avec toute l'équipe sur juste ces choses-là. Donc, on commence par se poser des questions
Alors, je vais vous donner des ateliers que je fais, qui sont des bases, mais de se dire, en fait, ce qu'on fait, c'est que j'ai pris les fondateurs et je dis, quel est l'objectif principal que vous avez avec la startup actuellement? Et donc, quand je parle d'objectif, je parle d'objectif business. Objectif business égale, je dois gagner de l'argent. D'accord? Et c'est pas simple toujours de parler d'argent à chaque instant. De dire, qu'est-ce qui fait là que la startup montre qu'on est dans le bon chemin? Et voilà. Là, pour le coup, on parlait d'un objectif, on a essayé de le corréler sur un taux de prise. On a fait ce qu'on appelle un impact mapping. Un impact mapping, c'est globalement quel est l'objectif, quelles sont les personnes qui vont nous aider à atteindre cet objectif, quels sont les bénéfices qu'on veut apporter à ces personnes pour atteindre l'objectif, quelles sont les idées qu'on doit générer pour atteindre l'objectif. Et là, le but, c'est qu'en fait, dans une startup, toutes les bonnes idées existent déjà en place. Il faut considérer que moi, j'arrive pas avec des idées, j'arrive juste avec des process qui permettent de faire en sorte qu'on aille plus vite. Parce qu'à ce moment-là, ça met du temps. Donc, on prend toutes les équipes opérationnelles, donc on prend à peu près un tiers de toutes les personnes avec les départements représentés. On les met dans une salle et on fait la priorisation de A à Z, comment on fait pour aller plus vite là-dessus. Et bien, rien qu'en faisant cet exercice, on dépriorise 70% du backlog existant en une après-midi. Ça veut dire qu'on retire toutes nos têtes des choses qui ne servent à rien, qui ne sont pas alignées avec les enjeux de l'entreprise, etc. Donc, super. Maintenant, on va aller plonger un peu dans le quotidien. Il y a quelque chose qui arrive, qui remonte principalement, qui est une offre de messagerie. Je l'avais mis au tout démarrage. Ça a 7 ans d'existence. Ça, c'est la page de gestion de devis. C'est la page centrale de l'application. Donc, sur cette page se cache un méandre de code complexe qui fait que si je bouge un truc dans cette page, ça explose quelque part. Voilà. Pour X raisons. Cette page est très complexe à changer puisque c'est le cœur de la plateforme. C'est là-dessus que le modèle économique initial était posé. C'est-à-dire un modèle de marketplace. Je dépose une expédition et quelqu'un vient prendre cette expédition. On doit passer d'un mode où aujourd'hui la facturation est complexe, etc., à une nouvelle offre qui s'appelle l'offre de messagerie. L'offre de messagerie, c'est plutôt que d'aller d'un point A à un point B, on va passer par un ensemble d'intermédiaires qui permettent de garantir le prix, puisque dans le marketplace, le prix est changeant, et de faire en sorte que mon transport arrive en temps et en heure, avec 3 jours de décalage plutôt qu'une journée. Si on revient sur le pourquoi, on revient dans le mode que je vous ai montré tout à l'heure. On va essayer de comprendre le pourquoi, aller derrière tout ça. Donc, on fait un atelier. Pour information, ça s'appelle un Lean UX Canvas. Les designers en ont sûrement entendu parler par rapport à un livre qui a ce nom-là d'ailleurs. Lean UX. En tout cas, on revient sur les objectifs. De faire cette fonctionnalité qui est estimée à 6 mois, ça permet de garantir une prise en charge directe de l'expédition pour le client, d'automatiser une partie du chiffre d'affaires, de récompenser les partenaires fidèles, parce qu'on crée une interaction. Mais automatiser le chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand une expédition est déposée et que personne ne la prend, il y a des personnes qui prennent le téléphone, qui s'appellent les affréteurs, et qui vont passer des coups de fil pour essayer de faire partir cette expédition. Autrement dit, c'est un coût supplémentaire si on est en croissance et qui demande une optimisation de ce coût-là. Et là, on permet d'avoir la prise en charge directe et une meilleure satisfaction client. Et on se dit, on est content si 20% des clients qui ont une expédition compatible seront intéressés par cette offre-là. Ça va, je ne vous ai pas trop perdu? Ok, j'essaie de vous donner le max de contexte. On est toujours dans les 2 semaines qu'on a décrit. On commence à dessiner ensemble qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Et regarder un peu tout ce qui est possible. On commence à mettre toutes les idées en commun avec le business, avec les développeurs. On ne les oublie pas, les développeurs. Ils peuvent apporter beaucoup dans ces phases-là. Et on décide de faire quelque chose. On a réussi à tester quelque chose, à votre avis, en combien de temps du coup? Fonctionnalité estimée à 6 mois. On doit capter nos premiers clients. Ça dépend ce que tu veux tester. L'équipe, c'est quoi la maturité? Les seniors et les juniors? C'est une équipe moyenne. Il y a des juniors et des seniors. Il y a un peu de tout là-dessus. En tout cas, nous, on doit vérifier si le client est prêt à augmenter son temps de transport pour diminuer ses coûts. Et on a un capital de succès de se dire 20% des gens passent dessus. Ça peut vite. Ouais, Contact et puis savoir si ça les intéresse. Eh ben, très bien. Sans coder, quoi. Ben, nous, on a un peu codé, on a rajouté ça. On a mis sur la page juste un petit encart pour les expéditions compatibles. Et on a rajouté un petit j'en profite qui se trouve juste là. Et on n'a même pas mis de prix, c'était compliqué de mettre juste un prix là-dessus. Et quand on clique dessus,
on arrive sur un petit formulaire, profitez de votre messagerie, avec un numéro qui renvoie vers une affréteuse qui a décidé elle-même de prendre cette partie-là et de la tester parce qu'elle avait compris le bénéfice de ce que c'était de tester cette partie-là. On met ça en place et il n'y a que 10% des gens qui cliquent dessus. Dommage, hein. On voulait que 20% cliquent dessus et pas du tout. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé le nombre de personnes qui arrivaient sur cette page avec cet encart disponible, le nombre de personnes qui cliquaient dessus, le nombre de personnes qui appelaient le numéro de téléphone avec un numéro AirCall. Et à partir de là, on traquait avec un fichier Excel les choses à la main de la fretteuse qui mettait, qui passait et qui faisait quoi. Une fois qu'elle avait les gens au téléphone, taux de conversion magnifique. Avant, un peu plus compliqué. Et ben c'est cool. On lance ça. Et pendant ce temps-là, on prend notre opportunité. On laisse tourner. Et pendant ce temps-là, on en prend une autre ici, qu'on investigue, etc. Et on se voit toutes les 2 semaines. Et avec l'équipe, on se demande si à chaque fois on fait stop, continue, on attend. Est-ce que là, les résultats qu'on a sont bons? Est-ce qu'on doit continuer les efforts pour le faire? Est-ce qu'on doit arrêter de le faire? Ou est-ce qu'on doit juste attendre? Parce que c'est peut-être pas le bon moment. On n'a pas assez de données. Et bien là, on continue d'avancer sur ce sujet-là, donc dans cela. Et on se dit, on rajoute le prix, 2 semaines de plus. Ouais, c'est long à avoir juste le prix. Hein. À la base, c'est 6 mois. Et là, on met le prix. Alors, il y a un petit peu d'itération parce qu'on a changé un peu le message et des wordings, etc. Et on a affiché ce prix-là. Ça a pris 2 semaines pour le réaliser. Très long. Et là, on passe à 30% de gens qui cliquent dessus. Très cool. Et là, à ce moment-là, le temps passe. On continue à avancer un peu dans ce mode-là, hein, comme ça. Et à un moment, la fretteuse, elle me dit, c'est bon, j'en ai marre d'avoir un téléphone. Tu me saoules, là. Oui, mais là, il commençait vraiment à avoir beaucoup de gens qui commençaient à appeler, et donc ça devenait important. Et donc, on se crée des problèmes de riches à ce moment-là. On n'a pas besoin d'aller plus loin que ça dans le mode. Et on continue. Et super, parce qu'à la base, moi, quand je suis arrivé, les commerciaux, ils ne voulaient pas trop que je parle aux clients. Je sais pas si c'est un truc qui vous arrive souvent, mais moi, les commerciaux, ils m'ont dit, oh, les clients, oui, tu peux parler avec eux. Mais en fait, ils ne mettaient pas trop en contact avec eux. Bah, en fait, elle m'a dit, bah, super, tu me les passes, on parle avec eux, et viens, on regarde ce qu'on peut faire avec eux. Donc, on passe du temps à parler avec eux. Donc, bien sûr, tout le monde nous dit qu'il faut automatiser ça, c'est relou. Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, on parle avec eux, on retire plein de choses dans nos têtes qui étaient importantes dans ces 6 mois, mais qu'on retire complètement. Et donc là, on priorise, et au bout des 3 mois, on arrive, enfin, au bout des 6 mois, on n'arrive pas à juste avoir fait ça, on arrive à ça qui fonctionne et qui est en fonctionnement et qui a montré son utilité au fur et à mesure du temps, et qu'on arrive avec un produit qui est efficace plutôt que quelque chose qu'on aurait mis 6 mois à développer pour arriver à ce niveau-là. Et pendant ce temps-là, il y a des choses qu'on a continuées, il y a des choses qu'on a arrêtées, il y a des choses qu'on a en attente, et en fait, ça nous permet, à chaque fois, on en met 3 en parallèle, et ça nous permet d'avoir une qu'on prend en plus et qu'on itère dessus. Ça va déjà? Ok? On va passer à autre chose. Donc ça, c'est des questions par rapport à ce cas, par exemple? Ok. Là, je vais plus vous faire interagir, du coup. C'est le cas d'une refonte d'un parcours. Qui a déjà fait une refonte d'un parcours ici? Ok. Combien de temps pour le faire? C'est variable. C'est variable. Ok. Un petit parcours ou un gros parcours? Ça dépend. Ouais. T'as pas précisé. C'est vrai. Bon. Est-ce qu'il y a un changement de stack, par exemple, de stack technique derrière? Non, c'était juste... Quelqu'un a déjà vécu une refonte avec un grand changement technique derrière, une refonte technique, etc. Okay. Alors, pour vous donner un peu le cas d'usage, c'est Nidelp. Alors, eux, ils ont la refonte d'un parcours. Ils ont levé 10 millions d'euros, ils ont 7 ans d'existence. Derrière, il y a 70 personnes. Ça met en relation des artisans et des jobbers et des personnes qui ont des travaux. Derrière, c'est un code PHP Framework maison. Fabrice, si tu sais ce que ça veut dire code PHP Framework maison, ça veut dire c'est la merde. Oui, généralement, c'est pas... Ça veut dire que le CTO initial, il n'est plus là. Ça veut dire qu'il y a un CTO qui l'a remplacé, qui ne comprend rien du tout, et pour faire les évolutions, c'est horrible. Et ils ont entrepris une refonte il y a 1 an de tout ce système maison. Et elle n'est jamais sortie, cette refonte. Quand on fait une refonte qui est assez grande comme ça, ce qui se passe, c'est est-ce que les nouvelles fonctionnalités, je les mets dans l'ancienne plateforme ou la nouvelle? Parce qu'à la base, c'était estimé à 3 mois, cette migration.
Voilà. Et là, ça fait 1 an. Donc, on arrive à, en 1 an, plus aucune nouvelle fonctionnalité n'est sortie. En plus, il y a 8 pays. 8 pays, c'est beaucoup. 8 pays, produit internationalisable, quelqu'un a déjà fait? Ok. Quand on fait un produit internationalisable, c'est une galère la traduction. Parce qu'en fait, on perd en vélocité. Ça veut dire que quand on a des traductions, il y a toujours quelqu'un dans l'équipe qui parle anglais, mais rarement quelqu'un qui parle russe, italien ou autre chose, ou allemand. Espagnol, Espagnol, voilà. Et donc, on est dépendant de traducteurs qui doivent faire, et pendant ce temps-là, faire tout ça. Et ce qu'ils nous disent, c'est la fonctionnalité voulue, c'est de refaire l'onboarding jobber. Pour vous donner un peu d'idée, l'onboarding jobber, ça, c'est la page d'inscription. Quand la personne arrive, a fini son inscription, qu'elle clique dessus, elle arrive sur cette page-là. Et c'est bizarre parce qu'ils n'ont pas un beau taux d'activation là-dessus. C'est bizarre. Allez, je vous fais un peu interagir. Qu'est-ce que vous feriez? Le but, c'est de refaire cet onboarding jobber. Par quelles étapes vous passeriez en termes d'analyse, en termes d'idées et tout ça? Pas de mauvaise réponse, je précise. Peut-être démarrer par un empathie map. Pour savoir un peu. Pour savoir un peu qu'est-ce qu'on ressent face à ça et qu'est-ce que ça génère, où est-ce que le véhicule le dit. Très cool. Bah, en face, en plus, c'est des artisans. Et vous avez déjà parlé avec vous avez déjà fait appel à des artisans? C'est quoi leur vie? C'est d'être sur un ordinateur avec un desktop comme ça? Complètement. L'artisan, il est sur son téléphone toute la journée. D'ailleurs, on prend la liste des personnes qui sont inscrites il n'y a pas longtemps. On prend les 5 derniers un peu piochés au hasard, on les appelle. Alors déjà, une fois sur deux, ils vous répondent, mais ils sont dans leur camion ou ils sont sur un chantier comme ça. Voilà. Faire un entretien dans les règles de l'art avec eux, c'est un peu, faut bien le faire. Voilà. Et on se rend compte déjà que la plupart du temps, ils s'inscrivent, ils ne savent pas quoi faire dessus. Et donc, on se rend compte qu'il y a des points de douleur. Là, ils se retrouvent dans un espace où je suis perdu, moi. Et j'ai besoin de missions, en fait. Moi, je cherche des missions pour vivre dans mon activité. Donc oui, en tout cas, première étape, très intéressante. Quoi d'autre à faire là-dessus? Après, question idiote, hein, mais les blocs sont structurés comment en fait? Parce que là, on est un peu loin, on voit à peu près qu'il y a le profil à gauche, je suppose qu'il y a une photo pour un avatar. Mais en fait, il y a quoi exactement dans cette. Dans cette bloc, Ouais. il y a modifier son profil, mes réalisations, mes badges, changer mon mot de passe, vérifier votre téléphone, confiez-moi une mission, des compétences par-ci par-là. D'accord. Voilà, donc déjà, et le plus important pour l'utilisateur, c'est confie-moi une mission. Le plus important, c'est ça. D'accord. Ça va être plus visible déjà. Alors, en tout cas, il va falloir amener plus vers dans l'expérience. Lui, il a besoin de trouver une mission. Parce qu'il a besoin de générer du chiffre d'affaires de son côté. Donc, clairement, on va devoir lui montrer comment il peut faire cette mission. Ah oui, petite chose, on regarde les données. Hein. Quand on regarde les données, donc on regarde le nombre de personnes qui s'inscrivent, le nombre de personnes qui viennent avant, le nombre de personnes qui s'inscrivent, le nombre de personnes qui viennent sur cette page-là, qui uploadent leurs documents, parce que c'est une partie importante, il faut uploader ces documents pour pouvoir proposer des missions, et le nombre de personnes qui proposent des missions. En regardant tout ça, on se rend compte globalement que tous les mois, c'est un beau panier percé. Ça veut dire qu'il y a peu de gens qui passent à l'activation, il y en a 4% qui passent à l'activation. Et 6 mois plus tard, il y en avait 0,8% qui restent encore sur la plateforme à faire des missions. Et est-ce qu'ils ont compris ce qu'ils avaient à faire? La plupart du temps, c'est des artisans. Si ça ne marche pas direct, ils zappent directement. Parce que c'est vrai que je pense naïvement, mais des formes d'assistants où on explique dès le début, voilà, vous allez avoir 4 étapes à faire, des choses comme ça. Ça va aller vers l'onboarding, en tout cas de mieux accueillir dans cette première étape-là. Ouais, un truc comme ça. Exactement. Donc, il va falloir plus expliquer, ça c'est sûr et certain. On crée une expérience. On parlait tout à l'heure d'expérience, oui, on crée une expérience. Il faut comprendre avec quoi ils arrivent et il faut leur montrer les missions qui existent et qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment se mettre en valeur d'ailleurs. Parce que pour être reconnu sur cette plateforme, il faut avoir fait des missions, comme la boîte de nuit. Pour entrer en boîte de nuit, il faut que tu sois un habitué. Ouais, bah oui, mais je ne suis pas habitué. Ouais, bah tu ne rentres pas. Mais comment je fais pour rentrer? Il faut être habitué. Bah là, il arrive sur la plateforme, il n'a pas de mission. Il ne sait pas comment se mettre en avant d'ailleurs, tout ça. Donc ça, c'est des choses, comment il va faire une offre qualité. Est-ce qu'il y a des conseillers qui peuvent l'aider? Alors, oui. Il y a des manières de faire pour mieux se mettre en avant et mettre ses réalisations du passé. Donc ça fait partie de l'onboarding jobber.
Comment on fait pour réduire la complexité? Parce que là, on est quand même sur une ancienne plateforme, la refonte n'est jamais passée, et on doit refondre cette partie-là. On a 8 pays. Comment on fait pour descendre la complexité? Je vous ai un peu rendu, mais Faire plusieurs étapes déjà. plusieurs étapes. Tu définis un peu ton parcours idéal, enfin, genre les étapes clés idéales, et après tu réduis à l'essentiel. Exactement. Tout à fait. Les étapes par lesquelles la personne doit passer et où elle doit arriver. Ok. Bon, ben, je vous montre un petit peu par quoi on est passé en tout cas. Alors, plusieurs choses. En fait, on a gardé ce mode-là, mais en fait, on doit arriver à changer ce truc-là. C'est une refonte qui n'est jamais passée depuis 1 an. Regardez ça en tête. Ça veut dire que là, on est sur des nouveaux écrans orientés mobile. Ce qu'on fait, c'est que tous les pays, on les redirige vers comme c'était avant. On s'en fiche. On est là pour tester si ça a un impact positif, ce qu'on est en train de faire. Par contre, on va prendre les gens FR sur mobile inscrits depuis octobre. Ces personnes-là, quand ils s'inscrivent, vont passer par un nouveau parcours qui est orienté mobile. Vous voyez, c'est formidable par rapport à ce truc-là. Enfin, voilà. Donc, on change d'expérience. Et le but, c'est qu'on met des tracking, on regarde un petit peu, etc. Aujourd'hui, pour que quelqu'un fasse son offre qui est ici, il faut qu'il arrive et que ses pièces soient bien uploadées. Avant, les gens pouvaient faire une offre, mais la moitié n'allait pas jusqu'au bout parce que l'offre n'était pas visible, parce qu'ils ne mettaient pas jusqu'au bout du parcours en uploadant leurs pièces. On fait ce système-là, et tout simplement, donc ça, on l'a fait en 4 semaines. On est arrivé à ça 6 semaines, ça 8 semaines, et on est arrivé à 10 semaines à un autre endroit. Et bien, en 8 semaines, on est passé de 55% des gens qui avaient une offre à 80%. Et donc, à ce moment-là, on a les preuves qu'on a montré le retour sur investissement de cette fonctionnalité. OK, on peut la déployer sur d'autres. Parce que sur les autres pays, il y a les traductions à gérer. Sur les autres pays, il y a les pièces qui ne sont pas les mêmes. Il y a le support qui n'est pas le même. Et donc, on a fait ça d'une manière assez itérative là-dessus. Réduire la complexité, faire en sorte de mesurer l'impact qu'on est en train de faire et aller au strict nécessaire sur l'expérience qu'on veut créer. Ça va? Allez, le dernier cas, AeroWork, lancement d'une plateforme. AeroWork, c'est, pour faire simple, en 2020, le Covid a fait en sorte que des gens qui travaillaient dans les aéroports Charles de Gaulle se rendent compte que leurs conditions étaient très minables par rapport aux plateformes de logistique comme Amazon. On a beau décrier Amazon sur les conditions de travail, dites-vous que l'aéroport Charles de Gaulle de Paris, c'est pire. Et de leur côté, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ils se rendent compte que les gens ont déserté tout pour la logistique, mais par contre, autour des aéroports, il y a pas mal de missions locales avec plein de jeunes qui ont envie de travailler, mais ils n'arrivent pas à les capter. Ils n'arrivent pas à capter ces jeunes qui travaillent, qui cherchent un travail autour de l'aéroport. Et ils se disent, super, on va créer une plateforme pour valoriser les métiers de l'aéroport et on va faire une plateforme pour faire des candidats, des recruteurs, formateurs, missions locales. On met tout ça sur un job board et on le lance. Voilà. Si quelqu'un a déjà travaillé sur un job board ou quelque chose comme ça, on n'est pas loin de... Comment ça s'appelle d'ailleurs? Région de job, c'est plus région de job. Voilà. Ok. Bon. Un gestionnaire de candidature, c'est long. Hein. Enfin, voilà, c'est un job board, c'est très long à déployer, donc il y en a qui le font très bien. Par contre, le sujet, c'est que aujourd'hui, ils n'arrivent pas à parler à cette population et il faut imaginer une expérience pour apporter tout ça et faire communiquer tous ces interlocuteurs ensemble. Allez, qu'est-ce qu'on a pu faire pour y arriver? Par quoi vous seriez passé avec ce brief-là? Déjà, la première question, c'est pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à les capter? Enfin, Bonne question. Donc, on passe une journée à l'aéroport de Paris. On va voir les métiers, à quel point c'est difficile, etc. Et on passe une après-midi avec des jeunes de mission locale. Okay. On passe une après-midi avec des recruteurs, avec des formateurs, etc. Alors, c'est simple. Les jeunes, on fait des focus group et des entretiens individuels. Clairement, s'ils voient un mot comme anglais, ils paniquent. Okay. On est sur des jeunes qui se sont sentis déscolarisés la plupart du temps, qui n'ont aucune confiance dans le monde du travail, qui pensent qu'ils ne savent pas du tout, qui pourtant ont des gens qui travaillent dans l'aéroport autour d'eux,
mais ils sont complètement paralysés devant une offre d'emploi. Ils ne comprennent pas ce qui est écrit dans l'annonce. L'offre d'emploi ne parle pas le langage que eux ont besoin de comprendre. Ok, bon, ça déjà, du coup, premier élément de réponse. En tout cas, il va falloir imaginer une expérience pour parler avec ces jeunes-là. Et c'est peut-être l'un des enjeux principaux parce qu'on peut faire un job board complet avec plein de choses. Si on n'arrive pas à parler avec ces jeunes, ça ne sert à rien. Donc ça nous aide à prioriser un petit peu. Pas mal. Quoi d'autre aussi? Comment on peut faire pour s'assurer de ce qu'on fait et diminuer la complexité? Moi, j'ai une question parce que est-ce qu'il t'arrive parfois de dire, bah, en fait, votre produit, c'est pas la solution? Est-ce que de dire, comment dire, c'est bien ce que tu proposes, mais peut-être qu'il y a une autre manière de le faire, c'est ça? Ouais. Alors, on a fait un design sprint avec eux. Quelqu'un a déjà fait un design sprint ici. Donc, c'est en une semaine, on passe d'un problème et on teste à la fin de semaine une solution. C'est ce qu'on a fait avec eux. Donc, en fait, allez, pour donner un petit peu, on a testé avec eux un système où on passe par avec leur langage, un peu un questionnaire type Combini. Par exemple, tu es plutôt thé ou café. Vous connaissez un peu ce truc-là ou pas? Donc, par exemple, c'est quand je cuisine, je suis les recettes, j'improvise. Quand j'attends un ami en retard, on ne part pas sans lui ou on monte sans lui. Dans une équipe de sport, je serais plutôt capitaine ou buteur. On a essayé avec des mots un peu plus sympas comme ça. Derrière, il y avait un modèle qui s'appelait le modèle RIASEC, et c'est ça qu'on a voulu tester. Pour le tester, cette partie-là, on ne l'a pas fait qu'avec des maquettes. Vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez l'interface qui est ça. Est-ce que vous connaissez ce genre de bouton-là? OK. Exactement. On a fait un typeform, on a récupéré les infos à la fin, et on a testé l'expérience pour voir si les jeunes étaient partants pour ce genre d'expérience-là. Par contre, il y a un problème. C'est qu'on arrive à récupérer les candidats et tester, ça marche très bien. Par contre, côté recruteur, eux, comment on fait? Dans l'idée, on a construit la solution avec eux. Et en fait, eux ont été d'accord de dire, bah, nous, dans un premier temps, on peut recevoir sous format email ou une mini-interface. Donc, on a minimisé le coût pour le faire. Tout ce que je vous dis, on l'a sorti en moins de 10 semaines. Parce que c'était toujours la logique de base. Et en fait, les recruteurs ont dit, OK, nous, si on a ça, c'est OK de notre côté. Et on peut s'en passer dans un premier temps. Dans un mode amplifié, on pourra l'avoir, etc. Mais dans un premier temps, ça marche très bien. Bon, on a lancé ça. Et en fait, on a minimisé le coût en dev. Hein. Donc, les gens passent le questionnaire. Ensuite, à la fin, on leur donne un ensemble d'atouts qu'ils peuvent avoir. On a mis sur le mode de l'aéroport, dans quelle étape de l'aéroport tu peux te positionner. On montrait les fiches de poste qui étaient en accord. On avait des choses vidéo. Donc, on a maximisé là-dessus pour vous dire, on est passé par Typeform, on est passé par... mince, je ne l'ai plus en tête ce nom-là, mais globalement, un outil de gestion CMS headless, je ne vais pas vous dire exactement, il est très connu, qui s'appelle Strapi. Voilà, Strapi pour gérer des contacts et gérer tout ça. Donc, on a misé au maximum les coûts de dev. Et le résultat, bah, en fait, ça a été lancé en septembre 2022. Et fin 2022, il y avait 819 candidats qui ont passé l'ensemble du questionnaire, ce qui est beaucoup, par rapport au vivier de l'Île-de-France en tout cas. 178 avaient eu une réponse positive et 93 ont été recrutés. 34 étaient en formation et 51 étaient intégrés dans le vivier. Donc, en fait, on a réussi à obtenir des retours sur est-ce que ça fonctionne ou pas. Parce que c'est ça la question en fait à laquelle on doit répondre. Dans ce mode produit, est-ce que ça fonctionne? Mais pour ça, on va se mettre en petit mode projet et il faut faire ces réalisations-là. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de travail derrière pour passer sur d'autres technos? Bien entendu. Voilà. En plus, ça tenait pas comme ça? Alors, ça a tenu, mais par contre, en mode où on passe à plein de candidats, bah, ça ne marche pas. Et en fait, on a fait une deuxième version avec eux sur la partie recruteur, sur la partie formateur. Et on a testé une autre chose parce que eux, en fait, ils sont pour l'inclusion dans les RH. Et donc, ils testent plein de modes de vivier de candidature un peu particuliers. Il n'y a pas longtemps, ils ont lancé une autre plateforme sur le handicap au travail. Et bon, l'histoire n'est pas là, mais ils ont fait un handicapteur, voilà, pour se mettre à la place des personnes en situation de handicap et voir quelles étaient les choses nécessaires dans l'entreprise. Donc après, ils ont testé plein de viviers de candidats possibles, quoi.
Voilà un peu les cas. Avant de passer à des questions, je vais résumer un petit peu ce que tout ça, ce que je dis là, derrière tout ça. En fait, je sais que dans un monde parfait, on a un business qui sait ce qu'il veut dans la vie. Eh bien, c'est pas le cas. La plupart du temps, ils savent pas. Les fondateurs ne savent pas ce qu'ils veulent. Désolé, Fabrice, je sais que. Mais les fondateurs, c'est compliqué. Ils vendent une vision. Il ne faut pas leur demander de savoir pourquoi ils font les projets. Et même dans les grands groupes, vous avez des gens dans les entités, ils arrivent avec des demandes. Il y a une intuition derrière. Le rôle pour passer de ce mode projet à ce mode produit dans lequel s'imbriquent pas mal de choses, c'est de se dire, OK, on essaye d'aller ensemble à savoir le problème que tu essayes de résoudre. Mais pour ça, c'est un mode partenaire. Et il faut arriver à se dire, OK, viens, on essaye de démêler un peu ce que tu fais. Mais on se met ensemble dans l'histoire. Et on ne va pas essayer de chercher de résoudre 50 problèmes à la fois. Même nous, on doit avoir une rigueur là-dessus, de se dire, OK, ça, c'est pas grave, ça, c'est pas grave. Il faut diminuer le perfectionnisme à ce moment-là. Le but, de manière générale, c'est pas de créer des fonctionnalités. Je sais, vous allez arriver avec des fonctionnalités, tout le monde va arriver avec des fonctionnalités. Il faut faire ça. C'est aussi le but des PM, designers, chefs de projet, de passer de OK, quelle est la fonctionnalité à quelle est l'hypothèse qu'on essaye de valider derrière. N'attendez pas qu'il le formule bien, faites-le. Faites-le. Et par contre, il y a un truc qui vend là-dessus pour dire, souvent, il y a de la réticence sur ces modes-là. Vendez toujours en mode en disant, OK, on va passer moins de temps à faire tout ce que là, tu me proposes. Tu vois, le truc estimé à 3 mois, moi, je te propose de le faire en 2 semaines. Personne n'est contre cette phrase-là. Personne ne vous dira, non, c'est pas possible, ne me fais pas ça en 2 semaines. Tout le monde vous accueille les bras ouverts quand vous dites ça. Les dogmes et les frameworks, c'est deux côtés, d'accord? Si vous arrivez avec des grandes phrases comme « il faut faire des entretiens utilisateurs et faire des tests », c'est le meilleur moyen pour vous faire claquer la porte au nez par les gens. Par contre, si vous arrivez, vous dites « ça on le fait en 2 semaines », vous montrez l'impact, vous montrez ce que vous faites, vous arrivez avec des chiffres, vous voyez les chiffres que je vous ai donnés? Ces chiffres-là, c'est les chiffres qui vont convaincre une direction. C'est les chiffres qui vont convaincre des gens qui ont besoin d'avoir des réponses à leurs questions. Est-ce que ce que j'ai en tête fonctionne? Et bien, si vous montrez par l'exemple et l'impact tout ce que vous apportez comme méthodologie, tout le monde vous écoutera grandement par rapport au fait d'arriver avec des dogmes qui sont c'est comme ça qu'a dit Marty Kagan, la data-driven, c'est ça, on ne peut pas faire sans ça, etc. La plupart du temps, on vous claque la porte au nez. Frugalité, ça c'est un truc, c'est votre discipline à vous, faire en sorte que vous arriviez à minimiser ce que vous êtes en train de faire. Découper les choses par quel est l'objectif. J'en ai pas parlé ici, mais le modèle que j'utilise la plupart du temps s'appelle une roadmap orientée objectif. Ça veut dire découper en 2 semaines l'objectif, l'indicateur de succès, et après, ayez la discussion avec les techs sur comment on fait ça ensemble. Et d'ailleurs, quand vous appliquez ce genre de méthodologie, ne soyez pas tout seul. Surtout pas tout seul. Pourquoi? Parce que si vous êtes tout seul, à la fin, vous allez avoir des combats et vous allez vous retrouver avec aucun allié de votre côté. Vos meilleurs alliés, ce sont les designers, les techs. Les techs. Les techs sont en souffrance dans les organisations parce qu'ils n'ont pas le contexte et les choses, alors qu'ils peuvent vous faire gagner énormément de temps pour aller 10 fois plus vite. Si vous apportez un contexte que vous avez créé auparavant, que vous donnez les enjeux, qu'est-ce qu'on souhaite obtenir, et vous avez cette discussion avec les techs, je vous promets que vous allez gagner x3 en termes de temps. Et en plus, ils vont faire des estimations dans lesquelles ils vont respecter ces estimations, d'ailleurs, la plupart du temps. Et voilà, je crois, c'est tout. Voilà pour moi. Est-ce que vous avez des questions, des choses et autres? Moi, je vais faire l'avocat du diable. Vas-y. Enfin, pas tout à fait, mais c'est juste pour vérifier que j'ai bien compris. Je pense que oui, mais moi, j'ai beaucoup aimé la fin, voilà, d'arrêter avec les il faut faire des utilisateurs, les data driven ou autre chose driven ou n'importe quel mot ou concept à la mode. Alors que souvent, quand même, c'est du bon sens, la gestion de projet et la gestion de produit.
Par contre, on est d'accord que ça, on ne le dit pas à potentiellement une direction, on ne dit pas ce genre de choses. On va plutôt dire, OK, laissez-moi 15 jours, je teste quelque chose et vous m'éprouvez en fait sur le fait, sur ma première itération. Mais on est d'accord que les entretiens utilisateurs, il faut les faire. Alors, on gagne du temps à les faire. C'est juste ça. Parce que... Mais par contre, la question est souvent, alors, il faut et non. OK, alors j'attends la réponse. En fait, dans l'idée, si je mets plus de temps à faire des entretiens utilisateurs qu'à développer une fonctionnalité, en minimum, il vaut mieux que je la développe et que j'obtienne par l'usage, que je regarde si ça marche, plutôt que de passer mon temps à faire des entretiens utilisateurs qui vont mettre 1 mois avant d'être réalisés. Ouais. Et pourtant, je refais l'avocat du diable. Dans les 3 exemples que tu as donnés, c'est la première chose que tu as faite. Tu es allé voir l'utilisateur. Tu ne l'as pas forcément exprimé comme ça, mais à chaque fois, on a eu cette discussion. Celle-là, ça, jamais. Jamais parlé avec les utilisateurs au début. J'ai parlé après. Effectivement, ouais. Okay. J'ai parlé après aux utilisateurs. À la base, les commerciaux ne voulaient pas que je parle avec les clients. Enfin, c'est pas ils m'ont pas voulu que je parle avec eux. Ils m'ont pas facilité le travail de discussion avec eux. Mais si tu avais pu, tu l'aurais fait? Si j'avais pu, je l'aurais fait. Alors, pas forcément en entretien formel, etc., mais tu aurais pris ton téléphone, tu aurais appelé 3-4 pour avoir une idée. Si c'était simple pour moi de le faire, je l'aurais fait à ce moment-là. Mais là, c'était pas simple. Ok, mais c'est vrai qu'idéalement, c'est vrai que ça commence toujours par là. Mais alors, là, on va aller sur autre chose. Faire des entretiens utilisateurs, c'est dur de faire un bon entretien utilisateur. Ça, je suis d'accord. Enfin, je sais pas, il y a beaucoup de designers ici, mais enfin, globalement, faire un entretien utilisateur, tout le monde va en faire. Peu de gens savent bien les faire. Il faut déjà savoir ce que tu cherches. Il faut savoir mener ces conversations, il faut savoir mener les questions qu'on va poser. Moi, pendant très longtemps, j'ai dit, oui, tout le monde me disait, il faut parler avec les utilisateurs. Faut parler... Oui, mais il faut leur dire quoi? Oui, je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est... Si c'est pour prendre le café, c'est pas... Enfin, moi, j'ai mis... Aujourd'hui, je peux vous dire un truc qui est, si vous devez parler avec des utilisateurs, ne faites pas des trames à rallonge d'entretien. Commencez la question par une question haut niveau et faites vos questions que des questions qui commencent par que, par exemple. Comment, quoi, qu'est-ce que... Mais faites juste ça et la discussion, vous la menez, vous parlez 10% du temps, les personnes parlent 90% du temps. Mais ça, je le sais aujourd'hui. Mais la première fois que je suis devant un utilisateur, c'est pas si simple d'accès en tout cas. Je connaissais beaucoup de designers dans les organisations, j'en connais plein qui n'ont jamais fait d'entretien utilisateur. Mais ça fait des bons designs? De quoi? Mais ça fait des bons designs. C'est une vraie question. Hein. Le métier de designer est peut-être le métier le plus incompris au monde. Parce que je trouve que c'est pas évident en fait de faire un bon design si tu sais pas ce que veulent les gens. C'est compliqué. Je sais pas, il y a des designers, je sais pas si comment. Faut que ce soit beau. Mais j'ai changé le bleu à droite. Parce que, de toute façon, c'est pour faire des petits dessins par-ci par-là. Et c'est l'ancien logo, s'il te plaît. Je connais des gens qui. Et je connais... Vas-y. Peut-être que les grands groupes attendent des designers, c'est que ce soit beau. Effectivement, ils oublient le côté UX et du coup, ils ne voient peut-être pas l'intérêt, j'imagine, hein, les grands groupes, que le designer échange avec ses clients, les utilisateurs, j'imagine. On attend d'eux que ce soit beau, quoi. Mais uniquement. Je vais même aller dans ce sens-là, c'est que moi-même, là aujourd'hui, je peux te défendre un UX designer et t'expliquer toutes les subtilités qui existent dedans et même te dire quelle est la posture, ce que j'attends de chacun. Okay. Par contre, tu me vois en start-up pendant 7 ans, je te dis, ouais, tu fais des maquettes. Mais parce que c'est un métier incompris, la plupart du temps. Alors que c'est un potentiel de dingue, mais les designers, même eux, ils ont des TUI, TUX, enfin, il y a plein de débats là-dedans aussi. Comment, par exemple, là, je fais une mission chez Aegis. Pour eux, un designer égale un PM. Allez, c'est une aberration, hein, d'accord, ok. Mais seulement, c'est comme ça. Le design est mal perçu. Par contre, si moi, je te fais une maquette et que je te montre que c'est beau et que je te vends du rêve, vas-y, tu es un designer pour moi, tu vois. Je parle dans ces organisations. En tout cas, oui, c'est mieux pour des designers comment dire, de partir sur des bonnes pratiques en parlant avec les utilisateurs, etc. Mais par contre, ce n'est pas toujours le cas. Non, mais le minimum que quelqu'un ait parlé, quitte à ce que la personne parle au designer, peu importe, mais qu'il y ait à un moment une synchronicité, une synchronisation qui puisse se faire. Et tu vois, par exemple, le truc que j'ai parlé tout à l'heure sur les personas, c'est un cas typique de piège dans lequel la discovery continue, enfin, la discovery éternelle tombe. Ça veut dire, moi, j'ai laissé, à l'époque de ma boîte, j'ai laissé
Un designer, il faut faire les personas, etc. Ok, je vous donne 3 semaines. 3 semaines, ils n'avaient pas parlé avec un seul utilisateur. Mais parce que c'est pas si simple. Je mets un peu une nuance quand même, parce que pour l'avoir fait, et là c'était, je pense, la plus belle expérience de ma vie d'avoir fait des interviews avec des designers, avec des utilisateurs en face. Et en fait, on l'a fait, on a proposé un mode peut-être un peu décalé du truc, mais c'est vraiment ce côté aussi, se dire comment est-ce qu'on fait sauter en effet toute cette lourdeur. Du coup, on a fait je sais pas si ça vous parle, un fishbowl. Ouais, donc un fishbowl, c'est moi en tant que PM, un collègue en tant que collègue designer et des utilisateurs. Donc on a pris 3-4 un petit panel d'utilisateurs, on est dans le fishbowl en fait. Et autour, il y avait les développeurs et toute l'équipe de Réa, même jusqu'aux Ops en fait, qu'on a invité. On a dit c'est facultatif, mais si vous venez, c'est cool en fait. Et vous n'avez rien à faire, vous avez juste à observer. On vous demande juste d'observer et de noter les idées ou des trucs comme ça. En fait, on a fait fishbowl comme ça. En fait, c'était quoi? C'était une demi-heure. Ce qui fait que dans l'agenda de tout le monde, en fait, une demi-heure, c'est soutenable. Parce qu'après, dès que tu passes une demi-heure, en fait, elle se pose la question de mais sérieux quoi? Et ça devient cette lourdeur en fait. Et la question qui a été posée, on a posé juste 2 questions. Qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce qu'on améliore? Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qu'on améliore à chaque utilisateur en fait. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qu'on améliore? Et à la fin, ça devient un barbant, puis on a changé juste, si tu avais une baguette magique, tu changerais quoi. Et du coup, ça enlève toute la lourdeur et ça capte un maximum de valeur. Et l'équipe de dev, en fait, l'équipe de réalisation, elle voit le truc, elle voit les souffrances. Et on n'avait même pas besoin d'écrire les cartes, c'était déjà prêt à déployer. On était là, mais comment vous avez capté? Ben non, on a vu le truc. Et du coup, on a compris que le problème était là. Et du coup, ils ont déjà développé le truc parce que le technique était là, ils sont mis d'accord. Et quand on arrive, on est là, le truc machin, c'est déjà fait en fait. On a déjà un truc machin. Et on avait rappelé les utilisateurs pour faire le test, etc. Et les utilisateurs étaient là, mais vous êtes trop rapide. Mais en fait, non, c'était juste le côté, tu impliques tout le monde. En tout cas, tout est une question d'effort. Et je vais donner un plus par rapport à ça, c'est que j'ai pas eu accès aux utilisateurs facilement. Par contre, ce que j'ai fait un atelier de proto-persona. Un proto-persona où j'ai fait avec un système de World Café, j'ai pris tous les métiers, on l'a mis autour d'une table, on a fait tourner, et on a fait en moins de 2 heures l'explication. On a fait transmettre l'information entre les développeurs, les commerciaux et tout ce qui va. Et ben en fait, c'est ça ce que j'ai envie de dire aussi, c'est si tu n'as pas accès, trouve des moyens de contournement, mais au pire, en fait, on pense qu'il faut commencer par du discovery pour aller vers du delivery. Le delivery vers le discovery existe aussi. Les deux existent. Voilà. Et en fonction, il faut garder une vision pragmatique des choses. Oui, dans un monde idéal, je recommanderais à tout le monde de faire des entretiens, de faire des tests, de les mettre en condition, etc. Mais dans la réalité, si tu ne veux pas, prends le chemin qui te coûte le moins cher. Et le moins cher, j'insiste dessus. C'est surtout ça, en fait, le sujet. Et faire ces entretiens-là quand tu as le temps et les moyens de le faire. Mais en fait, au final, vu que tu impliques les métiers dedans, à un moment, ils comprennent. Parce qu'en fait, quand tu es premier PM, personne ne sait ce que tu viens faire. Alors là, c'est une autre conf que je pourrais vous donner, mais ce n'est pas le sujet. Quand tu arrives premier PM dans une boîte de 70 personnes, personne ne comprend ce que tu viens faire. Mais c'est pas simple. Et donc, quand tu arrives là-dedans, qu'est-ce qu'il vient faire? Il veut parler avec les clients. Et pourquoi? Ça sert à quoi tout ça? Il n'y a pas eu l'évangélisation nécessaire. Et en fait, derrière tous ces métiers, il y a aussi une question de dire il faut mettre les dogs et frameworks de côté pour être compréhensible de la part des métiers. Expliquer simplement ce qu'on fait et plutôt faire et après expliquer comment on a fait les choses. La méthode de l'artichaut, je l'ai inventée pourquoi? À la base, ça s'appelait l'oignon parce que quand tu épluchais, tu pleurais. Voilà. Et ça t'embêtait de retirer des trucs. Mais au final, le sujet derrière, c'est de rendre quelque chose accessible aux gens. Je leur parlais jamais de produit en fait. Je ne vais pas leur faire un cours sur le produit, sur l'UX, sur tout ça. Je vais au plus pragmatique possible en fait. Voilà un petit peu. Moi, j'ai une question. Tu gères comment le côté fonctionnalité demandée par les C-level versus les fonctionnalités qui remontent des utilisateurs, des doléances, etc. Tu fais la balance comment, toi? Alors, là, il y a aussi un côté pragmatique qui arrive. Si tu te mets en partenaire et tu permets d'accélérer le temps de test d'une fonctionnalité pour des C-level, en fait, tu vois là, ce truc-là, ça là, tout le monde me le demandait, c'était un sujet de codir depuis 8 mois. Tout le monde en parlait sans cesse. On disait, il faut faire ça, mais il ne le faisait pas. Quand je suis arrivé, j'ai dit 2 semaines, à la fin, tu as ton succès, et tu es beaucoup plus écouté pour plein d'autres raisons. Il faut se dire aussi, toutes ces méthodologies, quand on les apporte, il faut avoir des succès.
C'est ça ce que je dis à chaque fois. Si vous ne montrez pas de succès, personne ne va vous dire, en fait. Si vous dites, ouais, c'est super, regarde ces méthodologies, ça mène à plein de trucs, mais vous n'avez pas de résultats. Bah, top. Là, il y a un truc de 2 semaines dont tout le monde parlait depuis 8 mois, qui mettait 6 mois à être fait. En 2 semaines, on a des résultats. Et ben vas-y, go. Et ben quand il y a eu d'autres sujets stratégiques qui sont arrivés, le CEO de la boîte est venu me voir et m'a dit, vas-y, anime ce sujet-là. Et je suis prêt à te suivre, en fait. Mais ça demande d'embarquer les gens autour de soi. C'est pour ça qu'il ne faut pas être seul, en fait. Ouais, c'est une état d'esprit d'entreprise. C'est un taf d'équipe, en fait. Il faut embarquer les gens autour de soi. Les développeurs, ils sont en souffrance sur ces trucs-là. Ils se retrouvent avec une liste de fonctions. Vous êtes en souffrance, les développeurs, c'est pire. Ils ne comprennent même pas. En sprint planning, vous entendez, mais c'est quoi le besoin derrière? Enfin, mais même vous posez la question, ouais. Justement, il y a un peu un problème aussi de temporalité, parce que par exemple, quand on est designer ou quand on est dans le produit, on essaie justement de trouver les solutions pour améliorer le produit. Alors qu'un chef de projet, ben, moi je le vois bien en tout cas, il souvent en fait dans son sprint, sa grosse angoisse c'est qu'est-ce que je vais pouvoir donner aux développeurs à faire pour les 2 sprints, pour les prochains sprints à venir. Et du coup forcément, ben, il y a un côté où ça s'en mêle un peu, quoi. Alors, par rapport à ça, alors j'ai fait 9 ans de dev aussi. Donc, par rapport à ça, la seule chose que vous pouvez faire, et ce que je considère le plus important, gardez en tête ça. Un développeur dans une équipe, ça passe 50% de son temps à coder, 50% à faire autre chose. Et le jour où vous arrivez à ça, vous arrivez sur une sobriété de moins en faire, mais de le faire plus de qualité, et passer autant de temps, en fait, pour moi, une fonctionnalité réussie, c'est une fonctionnalité qui a un tiers dans la conception, un tiers de temps investi dans la conception avec les développeurs, un tiers de réalisation et un tiers d'analyse et de retour et de déploiement. Ça veut dire, à des moments, dans cette fonctionnalité-là, là, que je montre, on a passé autant de temps à développer ça que le fait de traquer les informations et d'obtenir les résultats de ces informations. Et c'est les développeurs qui font ça. Et ils ont passé du temps à ces maquettes-là, hop, ils ont dessiné avec nous. Parce qu'en fait, si je les inclus dans la conception, je gagne énormément de temps dans la suite. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je dis toujours un truc, hein, dans ces étapes-là là, que je décris chez Chronotruck, j'ai jamais écrit une US entière. Parce qu'en fait, on arrive à un niveau d'alignement où en fait, il n'y a pas de questions à se poser. Et il y a très peu d'allers-retours. Ça veut dire que là où avant, j'avais plein d'allers-retours à faire, là, j'en avais plus à faire. Mais par contre, on responsabilise un peu plus les devs. Alors, vous allez me dire, il y a des devs qui n'ont pas envie d'être responsabilisés. Ça arrive. Si quelqu'un n'a vraiment pas envie de participer à tout ça, parce que ça fait plein de réunions, etc., ça arrive, c'est la vie. Là. Mais par contre, il faut que vous ayez un partenaire, plusieurs partenaires dans l'équipe avec qui vous pouvez travailler là-dessus. Mais oui, il y a ce stress de remplir le backlog. Je l'ai eu un dimanche soir, pendant des années, à me dire qu'est-ce que je vais mettre dans ce sprint-là et qu'est-ce qu'on va en faire. Ça répond à ta question? Ouais, très bien, merci. Petite question, tant que tu es sur le sujet équipe de dev là, tu préconises éventuellement un max de people dans ce genre d'atelier, notamment en termes de dev, pas dépasser. Tu as déjà vécu les limites où ça devient un peu bordel? Franchement, dépasser 8 personnes, ça devient lourd. Ça devient très lourd. 5 personnes, c'est bien. Voilà. Mais toujours avoir une partie tech, une partie design et du métier, en fait. Du métier. Il y a une phrase que je donne à chaque fois, c'est la suivante, c'est plus, moi, dans mon taf, plus je diminue le temps entre les personnes qui utilisent la solution et les personnes qui la conçoivent, plus je suis efficace. Si je me retire en tant qu'intermédiaire et je les fais discuter ensemble et je crée des espaces où le contexte est clair, l'objectif est clair, et on va aller là-dessus sur la discussion interne, ben en fait, tout le monde part content de tout ça. Bon, après, ça demande... je ne sais pas si vous faites des rôtis, par exemple, ça vous parle ce mot, enfin, des agilistes, etc. Je fais souvent des rôtis à la fin. Il y a des moments où tu tapes un 1 sur 5 et tu te dis, ok, j'ai foiré mon atelier, et ben c'est la vie, voilà. Mais oui, c'est important d'avoir une taille conséquente parce qu'après, tu peux vite aller dans des discussions. Il faut les timer ces temps. Il ne faut pas durer plus d'1 heure. Il faut faire 55 minutes. Il faut que ça soit cadré. Parce qu'en fait, les gens t'en donnent de leur temps naturellement. Et s'ils ont passé un temps, ils ont vu que c'était efficace et ils ont avancé sur leur sujet, ils vont t'en donner par la suite. S'ils se font chier, si c'est très descendant et si ils n'ont pas l'impression de vraiment discuter, ils ne reviendront pas la prochaine fois. Et sans la volonté des gens, tu ne peux pas les inclure dedans.
Moi, j'aime bien ce que tu as appuyé sur le diminuer le perfectionnisme. Et je pense qu'aligner tout le monde sur ça, c'est dur pour toi. C'est ça le plus dur. C'est très compliqué, en fait, et c'est pour ça qu'il faut inclure les opérationnels. Vous voyez, attendez, j'ai quand même demandé à quelqu'un qui avait un quotidien très lourd de répondre à tous ces appels-là, là. Et c'est venu d'elle-même. Mais pourquoi? Parce que on a donné du sens. J'ai fait, comment on pourrait faire pour faire ça en moins de 2 semaines? J'exagère un petit peu. Et à un moment, elle a dit, mais moi, je pourrais le prendre cet appel. Ok, cool. Vas-y, on va faire ça. Par contre, moi, je m'assure qu'on crée la suite qui est. C'est ça. Faut pas la laisser dans le jus. C'est exactement ça. Parce qu'on avait défini avec elle, ça, c'est le premier. Enfin, vous pouvez parler de story mapping, no after. Enfin, moi, je fais no just after, after, later dans l'idée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si ça marche, qu'est-ce qu'on déploie? Si ça marche, qu'est-ce qu'on déploie? Et dans la version idéale, ça donne ça. Et ça, c'est beaucoup d'évangélisation au sein de la structure. Mais si la personne voit que tu respectes tes engagements, ben, en fait, elle va dire OK, tu peux lui faire confiance. Bon, heureusement que j'ai automatisé. Hein. Mais à un moment, elle venait me voir toutes les 2 semaines pour me dire hey, on le déploie quand ça? On le déploie quand ça? Attends un petit peu, Nawel. On va recruter plusieurs personnes. Après, ça peut être ça. C'est exactement ça. Oui. Derrière ce perfectionnisme, c'est il faut être à l'aise de se créer des problèmes de riches. En fait, le problème de la plupart des organisations, c'est d'anticiper tous les indicateurs de succès dans le futur. Rappelez-vous un truc, 11 startups sur 12, ça arrive dans les 5 premières années. 70% des projets informatiques ont un budget, un timing au minimum doublé et 30% des transfos digitales n'en voient même pas le jour. Vous avez plus de chances en travaillant sur un projet qu'il aille dans le mur plutôt qu'il réussisse. Le problème, c'est que nous, on pense que tous les projets, on les imagine comme s'ils allaient tous réussir dès qu'ils vont être lancés. Et cet effet de perfectionnisme, c'est ce qui tue la plupart des projets et ce qui allonge les délais. Il faut vaincre cette notion de perfectionnisme. Ça veut dire, il faut se dire, moi, la première question, c'est pas qu'est-ce qu'on fait si ça marche, c'est comment on s'assure qu'on est dans le faux. Comment on s'assure qu'on a perdu notre temps de 2 semaines là. Et on définit les indicateurs de succès à partir de ça. Ah bah oui, en fait, c'était pas très intéressant de faire ça. Ok. Ben, on teste. D'autres questions? Clôture là-dessus. Moi, je voulais juste revenir sur les personnages. Plus grand chose à voir du coup, mais dans quel cas est-ce qu'il y en a? Les personnages sont pas pertinents. Les personnages sont toujours pertinents. Okay. Les personnages, et je vais même, tu vois, je vais aller sur le contraire. Je dis juste que, par contre, c'est de savoir le niveau de fiabilité de tes personnages. À quel point c'est de l'intuition de la part d'un ensemble de gens ou à quel point c'est des certitudes. Un persona ne sera jamais complètement certain. Parce que tu peux le décliner, un persona peut être décliné en plein de personas différents et tu peux aller à un niveau de détail très important. Par contre, les personas sont la base pour créer une expérience. Ça veut dire, ce qui manque aussi dans la plupart des organisations, c'est pas arriver avec une fonctionnalité, c'est de raconter une histoire. Une histoire, ça commence avec un persona qui se trouve quelque part en dehors d'une plateforme et qui arrive sur ta plateforme et qui va quitter la plateforme et qui va faire quelque chose après. Donc globalement, de raconter cette histoire, ça te fait gagner beaucoup de temps et ça crée beaucoup de cohérence derrière tout ça. Les personnages sont pertinents. Par contre, les avoir d'un point de vue très certain sur des certitudes absolues, ça peut être un effort très coûteux pour pas grand-chose. Voilà. Mais un personnage peut se définir en 30 minutes. Avec un niveau de certitude très, très faible en tout cas. Tant qu'on le prend en fait pour ce qu'il est, c'est bon quoi. Parce que en fait, c'est un bullshit persona et tant qu'on est sur cette base-là, ça va quoi. En fait, après, je dirais, il y a des gens qui connaissent bien les personas. Mais en fait, on les sous-estime. Les gens en support client. Prenez des gens du support client, ils connaissent très très bien le quotidien des personas. Ils savent, parce que toute la journée, ils ont toutes leurs doléances au téléphone et même à des moments, ils comprennent leurs enjeux quotidiens et personnels. Parce que dès que quelqu'un n'est pas de bonne humeur, eh ben, ils sont au courant de tout. Les commerciaux, oui, on les déteste, mais oui, ils connaissent leurs clients, mine de rien. Ils connaissent parce qu'ils discutent avec eux, ils négocient avec eux et ils apprennent en interne, etc. Vous prenez ces deux personnes-là, ces deux personnes-là, du coup, vous les mettez dans une salle, vous les faites discuter avec des devs, ne vous inquiétez pas, en 1 heure,
vous arrivez à un niveau de connaissance qui est assez approfondi par rapport à ce que ça pourrait être de base. Et vous créez beaucoup plus de sens Pour créer un personnage. pour créer un personnage. Je voudrais un complément, nous, ce qu'on a mis, qui peut-être ça peut aider. Je ne sais pas si ça vous parle, les jobs to be done. Si, c'est une manière de faire. Ouais, et en fait, on a mappé les personnages avec les jobs to be done, au sens où finalement, on est sorti du bullshit personnel pour dire voilà, c'est quoi par rapport à ce segment-là, c'est quoi ce qu'il doit réaliser, ce segment-là, qu'est-ce qu'il doit réaliser. Ouais, c'est au moins concret sur les missions, sur les Voilà. actions. Et après, on s'est engagé mutuellement avec l'équipe de réalisation à tourner sur le support, histoire de voir les souffrances, comme tu disais tout à l'heure, de matérialiser ce côté-là. Derrière l'impact mapping, je parle des personas et des bénéfices qu'on veut apporter. Okay. Gardez en tête ça. En fait, c'est transformer des idées de fonctionnalité en bénéfices. Ça, c'est une gymnastique que vous devez travailler à fond. C'est-à-dire quelqu'un avec une fonctionnalité, vous devez transformer en bénéfice pour qui? C'est un vrai muscle à travailler en vrai. Et de relier avec des objectifs business, vous avez tout gagné. Raconter une blague, faire rire les gens. Raconter une blague, c'est un moyen. Faire rire les gens, c'est un bénéfice. Je peux raconter une blague et faire rire personne. Je peux faire rire les gens sans raconter une blague. Si vous arrivez à faire cette distinction et à revenir sur les bénéfices que ça apporte, et bien en fait, cette notion de persona se fait très naturellement. D'aller sur « Ok, mais pourquoi tu as besoin de ce bouton-là » Alors, les interrogatoires des 5 pourquoi, c'est bon, arrêtez ça. D'accord? Ça doit être une conversation naturelle. Ok, tu as envie d'un bouton là, super. Ok, qu'est-ce que ça permet de faire pour ton client? Ah, bah, comme ça, il pourrait exporter ce truc-là pour la facturation. Ah oui, qu'est-ce qui se passe avec la facturation? Bah, la facturation, tous les mois, il doit le faire, il doit aller sur l'interface. Et ben écoute, ça te dirait, si je fais un export et que je te l'envoie directement, il pourra faire sa facturation de son côté. J'ai gagné une semaine parce que je ne développe pas ma fonctionnalité, mais par contre, je réponds à ce besoin. Et c'est une vraie gymnastique de revenir perpétuellement de fonctionnalité à besoin. Un besoin, tout ça comme fonctionnalité. Ce besoin n'est pas prioritaire, j'ai zappé tout ça. Ce persona n'est pas prioritaire, j'ai zappé toute cette partie-là. Donc ça, c'est une gymnastique à travailler perpétuellement. Bon. Avec quoi vous repartez? Et comme ça, on clôturera là-dessus. Moi, c'est faire diminuer le niveau de perfectionnisme. Continuer là-dessus, du coup. C'est dur. Mais ça m'a mis une certitude, donc merci. Cool. Il ne faut pas rester seul, il faut se faire des alliés. Ouais, ça c'est... Que les designers, ils ne servent pas qu'à faire des boutons. François m'a mis une piqûre de rappel sur tout ça. C'est des process que je connais plutôt bien. Mais en fait, quand tu as fait 1 an que tu es sur le même truc et du coup tu avances, à un moment donné, tu oublies qu'il faut, oh, tiens, je vais prendre un pas de recul en arrière et ça me fait du bien. Ouais. Souvent, plus quand on arrive dans une nouvelle organisation, on a tendance à vouloir montrer ses preuves rapidement et on tombe dans le quotidien. Un conseil, si vous pouvez changer de produit rapidement ou facilement, ça peut aider. C'est une invitation à prendre du recul sur d'autres méthodes aussi. Ça peut aider. Et communiquer aussi avec des succès, c'est un rappel aussi, mais c'est pas mal. Du coup, de se dire, c'est aussi mon pont pour aller plus loin dans l'expérimentation et les arguments pour avoir plus de temps, peut-être, ou pas. Mais... J'ai envie de partager une petite expérience en plus là-dessus. Quand je suis allé dans la boîte Chronotruck, là, il y avait un CEO qui, clairement, ne cherchait pas à être mon allié. Voilà. Clairement, je pouvais même passer pour un bon bullshitter à propos de lui. Ben, en fait, ça a été beaucoup d'efforts de communication. Les reviews, alors les reviews, ça ne sert pas à montrer les fonctionnalités, ça montre à montrer les apprentissages que vous avez faits en cours de route. Si vous faites des démos et que c'est chiant et que personne ne vient, essayez de les dynamiser. Mettez les apprentissages que vous avez faits, comment vous avez réalisé tout ça, par quoi vous êtes passé, remerciez les personnes que vous avez intégrées dans les ateliers. Faites une célébration de ces moments-là, en fait. C'est une célébration un peu plus grande que ça. Incluez les gens autour de vous. Et ben, je dis ça parce que le CEO, à un moment, au début, il faisait même dire vas-y, montre-moi ce que tu. Il venait même pas aux démos, mais il me demandait de faire un récap des démos. Mais à la fin, en fait, il a fait venir des gens dans l'équipe Discovery, là,
dans l'équipe qui priorisait, il y avait tous les métiers de la boîte à la fin. Au début, on était 4, à la fin, on était 8. Et il a même fait venir quelqu'un, il a dépêché un commercial qui était le meilleur commercial pour venir dans l'équipe et faire partie de la priorisation. Volontaire, en plus, j'insiste. Pas quelqu'un forcé. Si vous voulez partager autre chose, sinon on va pouvoir s'arrêter. Avec quoi vous repartez? Eh bien, merci à tous. Merci. Merci Nicolas. Alors, je vais juste donner un petit mot de la fin par rapport à ce que je teasais tout à l'heure. Notre prochain rendez-vous est donc déjà fixé, sauf retournement de situation, mais normalement c'est bon, le 28 janvier 2025. C'est le pool qui nous accueillera pour un sujet sur le product marketing avec une personne de chez Klaxoon. Si vous ne savez pas que Klaxoon n'existe encore, il y a encore une centaine de personnes à Rennes. Et voilà, donc c'est une personne qui est plutôt côté marketing, qui doit travailler avec le produit, donc il nous parlera un petit peu de comment on peut mêler les deux. Et un petit peu comme ce que tu as dit sur les designers, c'est pas parce qu'on est au produit que les designers ne doivent pas prendre des choses et que les marketeurs ne doivent pas prendre des choses et qu'on doit plutôt être à la base de tout ça. Un podcast qui s'appelle Clé de voûte. Ça peut être un peu présomptueux de dire qu'on est une clé de voûte, mais c'est un peu ça l'idée en tout cas. Donc voilà, ce sera ces échanges-là. Et puis maintenant, on va pouvoir passer un temps convivial. Il y a des crêpes et du cidre. Voilà, on a essayé de rester breton ce soir. C'est la première fois que j'ai des crêpes quelque part, franchement. Merci. Désolé, c'est pas on aurait pu faire des artichauts, hein, mais bon, ça aurait été une autre soirée. Quoi. Ouais, ça aurait été une autre soirée. Quoi. Du vinaigre d'artichaut. C'est ça.